ouais, on sent que ouais, c'est bon, on est à l'armée et on est là, on envoie quoi. Il faut quand même avoir un certain mental, mine de rien, parce que y en a plein qui se disent ouais, non, c'est pas possible. C'est vraiment dans l'effort où il y aura cette connexion qui va se faire entre les personnes. On vivait un peu au jour le jour, savoir qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire, etc. On se retrouve aujourd'hui avec Thomas pour parler de son parcours, parler de l'artillerie, parler de tout ce qu'il a pu faire. Donc Thomas Frelon aujourd'hui qui a commencé sa carrière comme réserviste au sein du 2e régiment de dragons, puis qui est parti au 35e régiment d'artillerie parachutiste où il a passé son brevet para, été parachutiste et derrière il est resté 3 ans là-bas et ensuite a terminé sa carrière au 11e régiment d'artillerie de marine, donc un régiment situé à côté de Rennes au nord-ouest, non, nord-est, nord-ouest de Rennes, et dans lequel il a terminé caporal-chef. Alors Thomas, est-ce que C'est tu ça. peux nous parler un petit peu de ton parcours et te présenter? Alors du coup, moi c'est du coup Thomas Frelon, j'ai 29 ans à l'heure actuelle. Je suis natif de Nantes, du coup. Moi j'ai toujours été intéressé par l'armée, j'ai fait du judo, donc même quand j'étais petit, j'étais déjà intéressé pour entrer tout ce qui est GIGN, etc. Dès tout petit. Et j'avais mis ça un peu de côté pendant mes études, et au final, c'est pendant la journée d'appel que j'avais fait à Nantes, où ils mettaient en avant justement la possibilité de devenir réserviste, et l'adjudant-chef Hubert de Nantes mettait en place justement des journées pour découvrir ce que c'était l'armée, la réserve, etc. Donc j'avais été là-bas, j'avais fait de la descente en rappel, il nous avait montré l'armement, le camouflage, un peu tout ce qui compose, on va dire, le fantassin de base. Et ça m'avait carrément plu. Et du coup, avec ça, commencé à faire mon inscription pour entrer à la réserve. J'ai eu du coup des tests d'entrée. Bon, c'était pas aussi poussé que l'actif, mais en soi, ouais, je trouvais ça quand même important d'en avoir. Ça reste quand même le domaine de l'armée, donc je trouvais ça ouais carrément important. Donc suite à ça, j'ai fait mon rentrée dans la réserve. J'ai fait mes classes pendant 2 semaines où du coup t'apprends à marcher au pas, t'apprends aussi à tirer, t'apprends enfin en gros tous les rudiments de base en fait du fantassin. Et du coup j'ai fait 1 an et demi là-bas. J'avais fait un sentinelle après à Lyon où du coup je suis resté pendant 2 semaines du coup en tant que réserviste. Donc c'était super super instructif de pouvoir justement être avec des actifs et de pouvoir échanger dans du concret quoi. Et du coup suite à ça j'ai fait mes 1 an et demi, et après j'ai direct fait mes tests pour rentrer au 35e régiment d'artillerie parachutiste. Et du coup ouais, je me suis donné pendant 3 mois au sport à fond pour justement bien me préparer, pouvoir justement bah, avoir les meilleurs résultats possibles à mes tests, quoi. Ok, génial. Merci de nous partager tout ça. Donc, le fait d'avoir pu tester un peu avec l'adjudant Hubert, là, c'est génial. Je trouve ça Ouais, incroyable. En fait, c'est une JDC réelle, plus, plus. C'est ouais, pas juste une JDC où t'es face à un écran et qui sert pas à grand-chose. Là, t'as pu faire du rappel, tester des armes. ouais. Donc, c'est trop cool. Et derrière le 35e rap, comment ça s'est passé? Du coup, moi, j'ai fait mon entrée le 3 février. Donc, du coup, il faisait bien froid. On est arrivé, il y avait carrément de la neige. Et du coup, on est arrivé, on a été présenté du coup à l'encadrement. Ensuite, ils ont fait, on va dire, des petits tests, savoir déjà si on connaissait la Marseillaise, qu'est-ce qu'on connaissait de l'armée, etc. Donc, non, c'est vrai que ça met dans le rude vachement rapidement. Et ouais, faut vraiment, ça y va, c'est- ça va, il va quand même malgré tout crescendo, mais ouais, on sent que ouais, c'est bon, on est à l'armée et on est là, on envoie quoi. Ok. Et sur ton entrée au régiment, qu'est-ce qui t'a marqué? Le devant du régiment, avec justement le Nord Atlas devant. Franchement, c'est de tous les régiments que j'ai pu voir, ça doit être un des plus beaux que j'ai vus. Au niveau structure, tout ce qui est, on va dire, décoration. Donc, par exemple, déjà à l'entrée, il y a un Nord Atlas. Il y a des canons d'artillerie un peu partout. Il y a des véhicules. Enfin, franchement, là, et en plus le brevet para sur la place d'armes, ça
c'est les choses qui marqueront toujours notre entrée. Génial, trop bien. Et derrière, comment ça s'est passé tes 3 années là-bas? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu l'as vécu? Alors moi, du coup, pendant mes 3 ans et demi, bah du coup, il y a eu ma période de classe. Après, je suis parti en FTS, donc la formation de spécialiste, où là, j'étais en artillerie sol-air. Donc, je l'ai fait au 54e ERA à Hyères et Palmier. Et du coup, suite à ça, il y a eu malheureusement l'attentat Charlie Hebdo et Bataclan. Donc, du coup, dès décembre, on a été déployé sur Sentinelle. Euh, et du coup, on a fait 2 mois là-bas, justement, bah, ouais, de janvier, fin décembre jusqu'à début février là-bas, où bah, c'était beaucoup de statique à ce moment-là. Il n'y avait pas beaucoup de mouvement. On était beaucoup sur du statique, justement, à protéger les lieux stratégiques et du coup ouais, c'était heureusement qu'on avait un bon entraînement parce qu'au final bah dans le froid à pas bouger et on faisait des rotations à peu près toutes les 2 heures. Ouais, faut quand même ouais, faut quand même avoir un certain mental mine de rien parce que il y en a plein où ils se disent ouais non c'est pas possible, il fait trop froid, etc. Mais au final non, ça se fait et c'est vrai que euh, l'ambiance qu'il y a au sein du groupe est très importante aussi parce que bah, quand on voit souvent aux classes, c'est là où on dit dans le dur, hein, on en chie. Bah, c'est là aussi où il y a cette fraternité, cette cohésion qui se crée. C'est vraiment dans l'effort où il y aura cette connexion qui va se faire entre les personnes. Ensuite, du coup, j'ai refait encore un sentinelle. J'avais fait entre-temps un terrain avec le troisième, enfin, je sais plus c'est quel régiment, mais le RHFS. Après, Le 4, on avait aussi, comment? le 4e RHFS? Ouais, c'est ça, le quatrième RHFS. Et du coup, on avait fait un terrain avec eux. On était du côté d'Orléans, donc là, c'est le meilleur terrain que j'ai fait de toute ma vie. Il y avait il y avait un tigre, il y avait une gazelle, il y avait tout. Il y avait même un AC-130. Enfin, il y avait vraiment un vrai déploiement. Et du coup, nous, on devait justement bah, détruire les avions. Sauf que bah, eux nous attaquaient à côté, il y avait les troupes au sol qui essaient de nous déceler en même temps. Enfin, il y avait vraiment le côté réel qui était vraiment présent. En plus, on était sur le qui-vive parce qu'au final, du coup, on était un peu en alerte. On savait pas quand est-ce que l'alerte allait se faire. Mais ouais, non, c'est le terrain qui m'a vraiment marqué. C'est ouais, celui-là, avec vraiment des gros moyens au niveau réel. Euh, Ok, ensuite, trop à bien. côté Ouais. Et ensuite, à côté de ça, on a été encore à Paris pour refaire du Sentinelle. Pareil, même procédé. Donc du coup, lieu stratégique, on surveillait. Euh, et du coup, ça, on a fait bah, du coup tout l'été. Donc là, c'était tout l'inverse de l'hiver. C'était beaucoup de chaleur. Euh, et au final, après ça, j'ai commencé ma formation pour passer caporal, donc le CME, où j'ai fait du coup 2 semaines et demie parce que du coup, je me suis blessé. J'ai eu une déchirure du ligament. Donc du coup, bon, ça m'est arrivé pendant une marche, mais j'ai encore continué pendant 10 kilomètres pour arriver au régiment. Mais arrivé à froid, là, il y a le corps qui disait stop. Donc le médecin m'a dit d'arrêter et à ce moment-là, du coup, je suis reparti du coup chez moi pour me rétablir. Après ça, je me suis fait opérer de la cheville. Donc à ce moment-là, j'ai été vu par un médecin militaire qui lui m'a donné 2 conditions. Donc c'était soit je continuais chez les paras, mais du coup je vais avoir des rhumatismes prématurés à partir de 30 ans, ou soit sinon j'allais vers un régiment non parachutiste, donc soit troupe de marine, troupe de montagne ou autre. Et du coup à ce moment-là, je me suis orienté vers le 11e régiment d'artillerie de marine pour justement continuer ma carrière, parce qu'il me restait à ce moment-là un peu moins de 2 ans. Donc du coup, je voulais aller là-bas, c'était pas très très loin de mon cercle familial, donc j'ai trouvé ça intéressant d'explorer. Et puis quand même, les troupes de marine, ça reste quand même un peu
la même ambiance, on va dire, que les parachutistes, un peu, un peu fraternels. Donc du coup, quand je suis arrivé là-bas, donc forcément, tout le monde disait ouais, ah bah le la fraise des bois, justement, tout le monde t'appelle la fraise des bois parce que forcément, bah, un béret rouge parmi les bérets bleus, ça se remarque directement. Et au final, mon arrivée s'est très bien passée parce que du coup, eux, la majorité, on va dire, de la batterie où j'étais, était partie du coup en sentinelle. Donc, il y avait très très peu de personnes. Il devait être une dizaine dans la batterie. Et après, du coup, j'ai été présenté quand ils sont revenus à mon chef de 1, 2, 3, à mon chef de à mon chef de section. Et du coup, cette personne-là m'a présenté un peu les objectifs qu'il avait avec moi. Donc, il m'a demandé si je voulais monter sous-officier, etc. Je lui ai dit que pour l'instant, déjà, je voyais sur mes 2 ans. Et en fait, pour l'instant, vu que je ne connaissais pas encore le régiment, je préférais déjà un peu le connaître. Et après, on verra comment on avancera ensemble. Donc là-bas, du coup, j'ai passé mon CME une deuxième fois, mais cette fois-ci, du coup, j'ai pu le finir. Euh, je suis passé caporal, je crois, 1 mois et demi, 2 mois après, parce que du coup, j'avais l'ancienneté, on va dire, qui était présente avec l'expérience. Après ça, j'ai été directement, je suis retourné encore en sentinelle. Après, je suis parti au Sénégal pendant 4 mois et demi, où là, du coup, on faisait énormément de surveillance. Donc, je sais pas si toi, tu as un peu le côté stratégique entre le Mali et le Sénégal, comment ça se passe? Sur la partie coopération sur Ouais, Barkhane, ouais, ouais, au Sénégal, tu avais la partie CO, donc centre opérationnel qui faisait ouais, le renseignement, du renseignement, c'est ça? ouais, c'est ça. Bah, nous, on avait une partie justement qui était près de la côte. Donc là, en fait, c'était toutes les cargaisons qui arrivaient pour partir au Mali. On avait des protections aussi d'antennes justement pour faire la liaison entre justement le CO et le Mali. Ouais, en fait, on protégeait en fait toute la structure, toutes ces structures en fait pour justement en fait bah, pouvoir avoir une relation entre la côte et le Mali. Ok, Donc super. Et après ça, tu pu faire d'autres trucs sympas pendant que tu étais au 11e Rama? Comment ça s'est passé sur la suite? ouais, bah du coup après, bah, j'ai signé mon contrat. J'ai signé un contrat de 2 ans. Ensuite, j'ai été emmené sur Djibouti. Donc, j'ai refait encore un sentinelle entre temps, mais bon, Djibouti était plus sympa. On est parti du coup en bateau de Toulon. Du coup, on a fait, je crois, une semaine ou 2 semaines de bateau. Où justement, on était sur le Mistral. Donc, on a eu des présentations par rapport aux hélicoptères, vu que nous, c'est une spécialité. Ça, on avait une sorte de petite compétition avec les fusiliers marins au niveau sportif, donc les armées de terre contre marine, toujours ces petites rivalités assez sympas. Après ça, du coup, on est arrivé à Djibouti, sauf que malheureusement, le Covid est arrivé. Donc du coup, bah, on a été mis en quarantaine. Donc mise en quarantaine à Djibouti, sauf que c'était du coup un camp de campagne, enfin un camp juste il y a des tentes quoi, il y avait juste des tentes, donc on se nettoyait, enfin on se lavait à la bouteille d'eau. Bon, en vrai, la bouteille d'eau c'est pas ça le plus dérangeant, c'est plus qu'on on va dire la terre se met sur les tongs où là c'est plus chiant. Mais sinon en vrai non le coup de la bouteille d'eau je l'ai fait plein de fois sur le terrain, mais celle-ci ouais était plus marquante parce que c'est vraiment là on n'a pas le choix, c'est pas juste une douche par-ci par-là, on est resté 2 semaines et demie, 3 semaines et du coup ouais la première semaine à la bouteille d'eau c'était assez marrant. Mais du coup, on a fait, en fait, on a réussi à s'occuper parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que nous, on était là-bas pour justement Saint-Mexan. En fait, les officiers font justement mettre en pratique toutes leurs connaissances par rapport à leur spécialité. Et du coup, nous, on était parti artillerie, sol-air. Il y avait une partie infanterie, il y avait une partie cavalerie, et du coup, en fait
malheureusement, à cause du Covid, ils ont pas pu venir. Donc du coup, bah, on est resté là-bas un mois et demi en attendant. Mais c'est vrai qu'on a réussi quand même à s'occuper, à faire des différents terrains. Et voilà, du coup, on a pu voir le paysage. On voyait même la nuit, on faisait des tours de garde parce qu'il y avait des hyènes qui voulaient venir. Il y avait des sortes de petits renards aussi, des petits coyotes. Non, c'est vrai que tout ce côté-là, en fait, le côté de nature, on l'a vraiment eu fois 1000. Génial. Donc, pour reprendre un peu, tu es rentré au 35e régiment d'artillerie parachutiste, donc qui est à C'est ça. Tarbes dans le sud-ouest. Ouais, Tu es devenu parachutiste. ouais, Globalement, ça s'est plutôt bien passé pour toi. Tu as pu faire deux sentinelles. Donc, un ouais, sentinelle l'hiver, t'as pas trop kiffé. C'était assez statique, il faisait froid. Un sentinelle c'est ça. l'été, pareil, mais là, t'avais chaud. Et Ouais, derrière, tu as passé ton CME sur ton CME blessure, donc ouais, déchirure du ligament de la cheville. Et après ça, mm, ça t'a un peu forcé à quitter les parachutistes et tu as c'est ça. basculé au 11e régiment d'artillerie de marine Ouais, à côté de Rennes. Et là-bas, tu as pu faire deux opérations extérieures, donc une à Djibouti, une, euh, une au Sénégal. Les deux ouais, t'ont beaucoup plu. Et ouais. t'as aussi fait un sentinelle à nouveau pendant que tu étais au 11e Rava. C'est ça? Ouais, au 11e Rama, j'ai dû faire deux trois sentinelles en tout. Deux, trois Sur sentinelles. mes, Donc, t'en as fait ouais, sur 5 au mes, total. ouais, j'en ai fait 5, ouais. Ah ouais. Et alors, t'en as pensé quoi? Sentinelle, c'est vrai qu'au début, bah forcément avec la situation actuelle qu'il y avait en 2015-2016, on revenait toujours tout juste de ces attentats, on était vachement aux aguets. Puis en plus, il y a eu Nice juste après, donc c'est vrai que la tension était vraiment présente. Les personnes sur lesquelles, enfin, qu'on croisait ou même qui pour qui on va dire on, on était là pour la protection étaient la plupart on va dire très bienveillantes et savaient très bien que bah, c'était pour leur bien. Euh, c'est vrai que nous des fois on sait très bien hein, on avait beaucoup de militaires sur le secteur parisien, sur cette région parisienne. Donc forcément, on sait très bien qu'il y a des côtés qui vont être, on va dire, un peu plus pas atypiques, mais où le temps va passer beaucoup plus vite parce que forcément la foule fait, enfin, le passage, on va dire, fait que euh, il y a plus d'endroits à regarder, à porter de l'attention, que c'est vrai que quand on reste sur du statique, bah, la journée est quand même un peu plus longue. Ça, c'est vrai. Quand on est passé justement sur le côté à être en mouvement, là c'est vrai que non, les journées étaient beaucoup plus sympas. Après c'est vrai que les journées restaient quand même intenses. On partait souvent le matin entre ouais, ça dépendait des secteurs sur lesquels j'avais été, mais c'était en moyenne entre 6 heures et 7 heures du matin. Et on revenait, ça dépendait entre 18 heures et 23 heures. Ok, ok, trop bien. Donc ça t'a quand même plu sur la plupart des sentinelles. Et c'est Ouais. simplement qu'il y a eu des moments où c'était un peu plus ennuyant si t'étais pas au milieu de la foule et qu'il y avait moins à regarder, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait. Dès lors qu'on était statique et on était à un endroit avec très peu de passages, bah forcément, ça reste vachement long. Ouais, je comprends. Ok. Et derrière toi, ta spé, sinon c'était l'artillerie solaire, donc la Ouais, spécialité principale du 54e régiment d'artillerie qui est à Hyères. Et toi, tu es à chaque fois au 35 et au 11e Rama, tu étais en solaire. c'est ça. Au 35, du coup, j'étais ce qu'on appelle pointeur-tireur. Et ensuite, quand je suis arrivé au 11, bah, j'ai toujours été pointeur-tireur. Mais dès que je suis passé du coup caporal, j'ai passé conducteur parce que du coup, on a un véhicule, donc le VLRA, pour justement se déplacer. Donc soit on peut être ce qu'on appelle en man-pads, où du coup on va pouvoir se positionner, où le véhicule va pas pouvoir aller. Ou sinon, on reste en fait tout simplement sur le véhicule. On a une plateforme justement spécifique pour le VLRA. Ok, super. Et niveau armement, du coup, t'avais un Mistral ou qu'est-ce que tu Ouais, avais? ouais, c'est ça. C'est le Mistral justement. On avait Mistral et canon de 20. Ok. Et ça, quand vous vous entraînez, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as pensé de cet armement? C'était plaisant? Qu'est-ce que tu as à nous raconter sur le Mistral?
Le Mistral, bah, c'est vrai que nous, malheureusement, j'ai pas fait partie de ceux qui ont pu tirer un missile parce que c'est vrai que les missiles quand même coûtent assez cher. Hein, Ouais. c'est 180 000 euros le missile, donc on va À pas en claquer tous 180 les. 000. Ouais. Ah ouais. Donc du J'aurais pas coup, dit, je me serais attendu genre à 30 000, quelque chose comme ça. Bon, après, quand on pense à un tir à T4 et tout, là, on est déjà à 8 000, 10 000 euros le ouais. missile, et c'est vrai que c'est plus gros. Mais 180 000, j'aurais pas dit quand même, putain. Ouais, non, bah, déjà, l'IRDOM pyramidal fait énormément parce que forcément, c'est lui, en fait, qui va rechercher la source de chaleur. Donc, c'est vrai que cette partie-là, en fait, et puis ça part quand même à 2 Mach 6. Donc, c'est 2,6 fois le mur du son. Donc, c'est vrai que ça envoie vraiment du pâté. Euh, et du coup, ouais, le missile, j'ai pas pu, on va dire, le tester en réel. Mais par contre, oui, le canon de 20, c'est vrai qu'on avait des séances assez souvent où on pouvait tirer parce il suffit juste d'un pas de tir classique. Et là, justement, la première fois, c'était à l'île du Levant, donc à côté de Toulon, où j'ai pu tirer au canon de 20. Donc, c'est vraiment un endroit qui est assez spécialisé, tout ce qui est canon de 20 et Mistral. C'est là où justement il y a des spots où justement ils prennent tout en vidéo pour justement voir en détail. Et c'est vrai que non, c'était super sympa. J'étais plus canon de 20 que Mistral du coup. Ok. Et le canon de 20, du coup, c'est un peu comme une 12-7, mais qui secoue encore plus, quoi, quand on tire. Ouais, bah ce qu'il y a, c'est que du coup ouais, nous on peut avoir deux entrées d'obus. Donc parce que à ce diamètre-là, du coup, c'est les obus. On va soit avoir les perforants, soit les explosifs. Donc du coup, en fait, dans l'un ou l'autre, en fait, deux pignons où justement, en fait, les arrivées vont se faire de là. Ok, ouais, ça arrive des deux côtés. Oui, c'est comme, Ouais, ouais, c'est pareil que les canons sur les bateaux. Ouais, je vois. ouais, Ok. ouais, c'est ça. Et en fait, bah après, les les étuis en fait tombent vers le bas. Ok. Et donc question par rapport à ça, quand tu t'es entraîné, t'as tiré que sur cible à terre, ou est-ce que tu as déjà eu l'occasion de tirer sur une cible tractée par un avion ou une cible pas aérienne, quoi? Bah, aérienne, nous, on a pu le faire, pas en réel, hein, mais on a pu le faire par rapport justement au terrain que j'avais pu faire avec le quatrième RHFS, où là, justement, bah, en fait, nous, on était bah, avec le Mistral, donc du coup, euh, et en fait, le but, c'était de le dégommer. Donc, en fait, ouais, là, on avait vraiment de la vitesse réelle. Ça, après, c'est vrai que non, sinon, on a fait tir de nuit, on a fait qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah en fait des tirs avec différents arrêts. En fait, plus on va avancer et plus on va avoir un scénario, on va dire différent par nos instructeurs. Mais c'est vrai on n'a pas fait de tir que ça soit en véhicule ou pas. Ok, ok. Trop bien pour tout ça. Et niveau organisation des régiments, donc il y a une batterie solaire, et après c'est des batteries sol-sol, au niveau du 35 et Euh, du 11e Rama. On va avoir du coup une batterie, bah, comme toujours, hein, logistique, la BCL, commandement et logistique. On va avoir la BRB, elle, c'était plus spécialisée dans le renseignement donc avec les drones, etc. C'est vrai que c'est une spé super intéressante. La première batterie après a été sol-sol, la deuxième, troisième aussi, et la quatrième du coup sol-air. Et après il y avait le groupement de commando du coup. Ok. Et la réserve, ou... Et la réserve, ouais. Non? Bah, la réserve en fait, eux étaient Ok, rattachés très bien. directement avec la Donc ouais, BCL. ok. Ok, je vois. Oui, il n'y avait pas une batterie à part. Alors, Ouais. juste pour ceux qui nous regardent, une batterie, c'est comme une compagnie, c'est l'équivalent. Mais pour l'artillerie, on parle de batterie. Donc, ok, trois batteries sol-sol, une batterie sol-air. Génial pour ça. Et niveau ambiance, comment ça s'est passé au 35? Alors ça, c'est la meilleure ambiance que j'ai eue de ma vie. C'est vrai que on est très vite mis à l'aise. Alors faut savoir, les caporaux sont super durs. Mais par contre, quand on est en dehors du coup du temps de travail,
C'est vraiment des grands frères. Moi, je me souviens, on faisait des apéros ensemble, on mangeait ensemble. Et c'était très souvent, en fait, on se faisait tous à manger ensemble et on mangeait tous ensemble. Bon, on était, on va dire, une dizaine à manger tous ensemble, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment ce côté cohésion, frère d'âme qui était vraiment présent. Euh, mon, justement, une des personnes que j'ai connues dans ma batterie, Cyril, tous les deux, on se côtoie encore. Je l'appelle papa, il m'appelle fils. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment ce lien frère d'armes, que ce soit avec les personnes avec qui j'ai été aux classes ou les personnes que j'ai côtoyées du coup au sein du 35e régiment d'artillerie parachutiste. C'est vrai que c'est vraiment une grande famille. Et ouais, non, on sent vraiment que le fait de se dire ouais, parachutiste, parachutiste frère d'armes, c'est vrai que tous ces mots-là résonnent vraiment en fait. Génial. Et après le 11e Rama, c'était comment l'ambiance? 11e Rama, c'est vrai que bah du coup moi j'arrivais, je connaissais personne. Il y avait peut-être une personne ou deux que je devais connaître. Donc c'est vrai qu'au début bah on apprend vite fait à se connaître. Mais après ouais bah le fait que j'ai pu passer mon ma formation pour passer caporal, le CME, bah directement en fait t'arrives à connaître des personnes. Donc c'est vrai que ça a des ça désamorce, on va dire, cette ambiance. Mais c'est vrai que non, il y a moins ce côté, un petit peu moins, on va dire, c'était moins poussé, le côté cohésion, on va dire, au niveau extérieur, hors temps de travail. Mais c'est vrai que non, ça reste toujours, heureusement, il y a de la fraternité, mais c'est vrai que le 35 m'a beaucoup plus marqué. Ouais, le côté para et les traditions parachutistes, plus le côté vraiment fraternel des paras, c'est ce qui, pour toi, a été le plus fort, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ok, trop bien. Et alors, juste une petite question, on entend souvent dans l'armée qu'il y a des soucis au sein des paras, que ça peut être un peu violent par moment, et notamment au sein du 35, il y a parfois des mecs qui disent que c'est un régiment voilà. Qu'est-ce Ouais. que tu as pensé de ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu as perçu ou est-ce que pour toi, c'est abusé? C'est quoi ton avis, par rapport à ça? Moi personnellement, c'est vrai que au sein du 35, j'ai pas eu de. Enfin, il y a toujours le côté, on va dire, nous, on était habitués à ramasser. Tous les jours, on ramassait. Mais c'est vrai que, à côté de ça, j'avais pas besoin de faire de sport le soir. Le soir, je pouvais vaquer à mes occupations. Le matin, on arrivait, rasso 6h45 en bas. Ouais, il y a toujours les 5 minutes du caporal. S'il n'y avait pas les 5 minutes du caporal, c'était déjà, on savait qu'on allait ramasser un peu. Mais c'est vrai que le fait on a toujours été en fait dans cette dynamique de, ok, bah, on va faire du renforcement musculaire le matin. Après, on va faire le sport. En fait, ça devenait, en fait, c'est comme tout. En fait, au début, c'est contraignant, mais après, en fait, c'est juste des habitudes. Et au final, non, c'est vrai que moi, j'ai pas eu le côté comme on a pu voir récemment avec le 8e RPIMA où les personnes étaient là, ouais, je vais tout faire pour que tu partes. Pas du tout. C'est des personnes qui, justement, moi, je l'ai pas ressenti. Après, il y a peut-être eu ce côté-là avec certaines personnes, parce que c'est comme tu l'as dit, hein, c'est comme dans tous les métiers, il y a forcément des connards. Mais c'est vrai que non, où j'étais, on était bien lotis. C'est vrai que quand j'étais première classe, nos caporaux étaient vraiment à la hauteur. Et c'était vraiment ouais, des grands frères. On avait vraiment cette image. On avait souvent cette phrase qu'on disait avec les personnes avec qui j'étais à l'armée quand j'ai fait mes classes. On disait ouais, quand je serai grand, je serai brigadier. Parce que du coup, là-bas, c'est pas caporal, c'est brigadier. On disait à chaque fois, ouais, quand je serai grand, je serai brigadier. Et c'est vrai que c'est pour ça, justement, il y a ce côté, ouais, vraiment grand frère. Génial, trop bien pour ça. Ouais, donc par rapport à tout ça, le seul truc, c'est que tu avais du renfo tous les matins, mais ça c'est que du kiff en fait. C'est génial Ouais. d'arriver et de commencer par un peu de sport le matin. Donc bon, Ah ouais. si c'est ça, voilà, ouais, que du kiff et le 35e rap, ben ça semble être sympa de ce que t'en dis. Trop cool pour ça. En plus, c'est un beau régiment. Bon, alors perso, je le connais pas du tout. Ouais. C'est la première fois que j'entends quelqu'un me dire que c'est un beau régiment et je n'ai jamais regardé d'image du 35e rap. Je regarderai ça après, à quoi ça ressemble, comment c'est. Et c'est vrai que moi, j'étais dans un régiment qui n'est pas réputé pour son architecture. C'est un Ok. régiment qui est un peu à l'ancienne, avec des bâtiments
qui est pas en super état. Donc à côté t'y es peut-être passé, le deuxième Wehrmacht à côté de, c'est le régiment qui soutient du coup le 11e Rama, juste en dessous de Rennes. Ouais, Bon, après, il n'y a pas de grandes raisons d'aller là-bas avec des canons. C'est plutôt le deuxième Wehrmacht qui se déplace pour le coup. ouais. Mais trop bien pour tout ça. Et derrière, sur le 11e Rama, c'était comment l'ambiance, la différence d'ambiance entre les deux? Est-ce que tu arriverais un peu à expliquer ça? On va dire que le 35 était très à cheval en fait sur tout, que ce soit le niveau sport, la perfection dans tout en fait. C'était vraiment, fallait de toute façon être les meilleurs. Il n'y avait pas le choix. T'es parachutiste, tu dois être le meilleur. C'est vrai qu'au 11e Rama, je l'ai moins ressenti et il y avait des fois enfin c'est une des raisons de pourquoi moi aussi je j'ai pas souhaité y rester. C'est qu'on avait des fois des personnes pour qui je pense que ils prenaient pas vraiment ça au sérieux. Et au final, ils prenaient, enfin il y avait le côté qualité qu'on avait moins, mais quantité qu'on avait plus. Donc c'est le côté on le voit de plus en plus hein, maintenant. Hein. Moi je vois quand les mecs ils me racontaient leur classe, ceux qui venaient d'arriver. Ouais non c'est vrai que enfin le régiment déjà était pas le même, mais malgré tout eux ils avaient 8 heures de sommeil par jour. C'est vrai que nous c'était même pas si on avait 6 heures on était super contents. C'était le must pour nous. Mais c'est vrai que non c'est c'est le côté en fait où le ramassage, il faut passer par là pour avoir ce dépassement de soi. Et ouais, on dit souvent ouais l'armée c'est pas les bisounours, mais c'est vrai. Hein, quand on va arriver sur le terrain ou quoi, faut être en fait pour être préparé au pire, bah il faut passer par ce pire. Faut passer par justement se faire du dépassement de soi. Et c'est à ce moment-là qu'on va se connaître nous-mêmes, on va se connaître, mais son corps aussi. C'est vrai que moi, quand je me suis froissé à mon CME chez les paras, j'ai continué 10 bornes et je sais que je serais apte à le refaire. Et c'est plein de choses comme ça qui prouvent que en soi, c'est que dans le mental. En fait, si on n'entraîne pas ce mental, parce que le physique ça va, hein, ça vient au fur et à mesure, mais c'est vrai que le mental est toujours plus compliqué à entraîner. Et j'ai l'impression que de moins en moins maintenant on entraîne ce mental. Hmm. Donc toi, t'as l'impression, enfin, ce qui t'a dérangé le plus au sein du 11e Rama, c'est que tu as eu l'impression que le niveau était inférieur et qu'il y avait moins d'exigences, que le niveau sportif était moins bon, et du coup, t'avais moins l'impression d'être dans ce groupe fraternel militaire, en fait, d'être dans l'armée avec des mecs qui sont là pour ça, si je comprends bien. En soi, c'est les jeunes. Moi, à ce moment-là, c'était surtout les jeunes qui venaient d'arriver et qu'on voyait, ouais, qui étaient moins dedans, il y avait moins ce côté disciplinaire en fait que nous on avait, que même les mecs qui avaient eu le même temps de service que moi avaient, on avait ce côté disciplinaire, etc. Que maintenant on l'a moins parce qu'au final, bah vu que on va dire maintenant, hein, c'est réel, on pouvait plus faire ramasser, ce qu'on appelle ramasser, donc renforcement musculaire. C'est vrai que bah du coup bah, on n'avait plus beaucoup, on va dire, de d'armes justement pour dire ok, tu veux pas obéir, bah, c'est pas grave, écoute, bah, tu sais quoi, fais ce que tu veux. Là, nous, on disait ça au 35, c'est ah ok, tu veux pas faire ça, bah ok. Rassemblement, tout le monde, ok, en position. Et là, en fait, ouais, il y a vraiment un truc de ouais, juste t'es militaire, je suis ton supérieur, t'obéis, et puis voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est vrai qu'au 11e Rama, on l'avait quand même, hein. Mais c'est vrai que plus les générations arrivaient, enfin on va dire les nouvelles classes qui arrivaient, moi on avait ce côté vraiment les mecs qui avaient le goût de l'effort et ouais ce côté ouais ce dépassement de soi. On a toujours hein, des personnes qui sortent du lot, mais c'est vrai que il y a, on va dire que le cas qu'il y avait avant, qui n'existait pas, en fait, ce cas plus en plus, enfin, existait de plus en plus. Et c'est ça, en fait, qui était dommage. Que ça soit même sur Ok. les formations caporales, ils faisaient plus attention, etc. Mais sauf que le but, c'est vraiment ça, hein. C'est comme si on disait pendant un feu ou quoi, ouais, bah, faut qu'il dorme quand même 6 heures. Ça reste quand même un stage commando. Yes, je vois, je comprends. T'as fait tes classes en C-Film? Ouais, j'ai fait mes classes en Oui. C-film, Ok. mais ça n'a rien à voir avec le C-film.
Ok. Ouais, ça, je sais bien. Moi, en fait, du coup, j'ai fait mes classes à Saint-Cyr. Et à Saint-Cyr, il Ouais, n'y avait pas du tout les règles qu'il peut y avoir aujourd'hui pour ouais, les CFIM et tout. Nous, on n'avait pas de téléphone. C'était sur le renfo. Bon, c'était beaucoup plus libre, voilà. Et j'ai pu encadrer, moi, un CME, des classes, différentes choses. Et c'est vrai que c'est très, très contraignant. Déjà, mm, avant d'encadrer des classes, bah, tu as 2 semaines de formation, on t'explique tout ce que tu peux faire, pas faire. Puis en ces films, tu as des mecs qui passent tout le temps pour regarder ce ouais, que tu fais. Et moi, j'ai encadré un CME au 7e bataillon de chasseurs alpins. Et pendant ce CME, à un moment, j'ai fait pomper enfin, on faisait des séances de sport tous les jours. Et c'est souvent moi qui organisais les séances de sport. Et en fait, je faisais des WOD parce que j'aime pas faire juste des pompes, juste des burpees. À chaque fois, je trouve ça un peu limite. Donc moi, je préférais organiser des circuits training que je trouvais plus sympa. Et à un moment, il y a un mec qui s'est pété la gueule en courant pendant le circuit training, mais juste chute débile. Et derrière, on nous a interdit de faire des séances de renforcement et on nous a dit qu'ils étaient trop fatigués et qu'ils allaient se blesser. Et j'ai trouvé ça super dommage en fait, parce qu'on mm, on casse un peu le côté fun, sport qui est quand même important dans l'armée, important dans ce genre de stage. Et là, sur ce qu'on faisait, ça restait du sport plaisir, quoi. C'était pas de la ramassante à faire pomper ouais, jusqu'à la mort les mecs. Parce que ce qu'il faut pas non plus, c'est qu'il y ait des abus. Et donc, c'est très mm, compliqué pour les chefs militaires de prendre des décisions qui permettent de pas avoir d'abus, mais en même temps de faire en sorte que les jeunes soient bien formés. Et la réalité, c'est que tout ça, c'est guidé par les chiffres. C'est juste les chiffres qui disent bon, bah c'est là, on a ça. perdu trop de mecs, il faut adoucir. Sauf qu'à adoucir, à adoucir, à adoucir, bah, ça crée de la frustration chez les anciens militaires et ça peut Mm, aussi mener à ce que les jeunes militaires soient moins bien formés. Donc, je comprends carrément ce que tu as pu ressentir. Maintenant, de là à faire que tu te sentes plus super bien dans ton régiment, bon, c'est un peu dommage, mais trop bien ouais, pour ça en tout cas. Et merci pour ce partage-là. avec plaisir. Maintenant, du coup, sur ton opération, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu dessus sur le Sénégal, comment ça s'est passé? Ouais. Quel est le rôle de l'artillerie quand on part en mission et comment ça se passe? Alors nous, quand on est parti du coup en artillerie, on partait en tant que fantassin. Hein, c'était vraiment de la garde, donc on n'avait aucun système d'artillerie, on avait rien du tout par rapport à ça. Nous, du coup, quand on est allé, on avait euh, quatre- cinq sites. Sur ces 5 sites, à chaque fois, on restait 5 jours. Donc, du coup, à monter la garde. Alors, il y a des sites où il y avait besoin d'une présence H24 et d'autres pas. Et à d'autres, on savait que voilà, à partir d'un certain moment, en fait, juste là, c'était fermé. On savait que voilà, il y avait aucun risque. Et du coup, à partir d'une certaine heure, on pouvait, enfin, il y avait plus de garde, tout simplement. Mais à côté de ça, il y avait d'autres sites où il y avait une présence demandée H24. Donc du coup, on s'organisait entre nous, entre ceux qui tournaient. On avait du coup 2 chefs de groupe, donc 2 sergents. On avait un adjoint, enfin un adjoint. Soit on avait du coup 2 sergents et un caporal-chef, soit il y avait un sergent, un caporal-chef et il y avait un caporal, enfin ancien. Enfin, ils ajustaient par rapport aux différents groupes. Mais du coup, voilà, on s'organisait entre nous. Nous, ils nous laissaient le choix entre première classe caporaux pour justement s'organiser. Et à côté de ça, on faisait notre journée. Et après, après qu'on ait fait les cinq sites, on avait 5 jours de repos. Et après, ça continuait. Du coup, on a fait ça du coup 4 mois, donc 4 fois, 4 repos. Donc là, on va dire qu'avec l'armée, on a la possibilité aussi de faire du sport. Hein. Nous, pendant nos temps libres, soit on était en train de faire du sport, soit on se faisait des petites instructions entre nous. C'est vrai que non, ça restait ludique et c'est vraiment là aussi qu'on apprend à se connaître en petit comité. C'est vrai que on a vraiment appris à se connaître. Ouais, chacun se connaissait pas par cœur non plus, mais on a beaucoup vécu ensemble. Donc même là maintenant, bah moi je sais qu'avec une personne avec qui j'ai beaucoup accroché, on est encore en contact, lui aussi qui est dans le civil, mais c'est vrai que
Mais non, c'est une très très bonne expérience. On a pu visiter, enfin pendant nos temps de repos, ils nous faisaient soit des visites, soit ils organisaient des choses justement pour essayer de découvrir aussi ce beau pays qu'est le Sénégal. Donc du coup, on avait pu visiter une réserve au Sénégal, justement. Alors, anecdote un peu typique, les animaux qui sont servis dans le restaurant du safari sont souvent des animaux qui étaient dedans. Donc du coup, c'est vrai que mais après eux c'était leur cycle, on va dire on va dire c'est un écosystème qui était mis en place et justement qui était mais c'est vrai que c'est un peu particulier pour nous. Mais c'est vrai que non, c'est un très beau pays. On a pu visiter le lac Rose. Enfin, il y a plein d'endroits qu'on a pu découvrir grâce justement à l'armée aussi. Hein. Il n'y a pas que le côté ouais, t'es en mission, etc. Heureusement, on était dans un pays où on avait la possibilité de visiter. Donc, on a vraiment pu découvrir ce pays, pas tout entier, mais déjà une bonne partie. Génial. Et sur vos visites, vous étiez en civil? En visite, ouais, ouais. Dès lors qu'on sortait du quartier, ouais, on était en civil. Il y a que, en fait, dès lors qu'il y a juste le moment où on est en service, où, ouais, on est en tri. Sinon, dès qu'on sortait, c'est direct en civil. Trop bien. Bon, ça, c'est clair que c'est les opérations sympas où tu es Hmm. dans un pays qui n'est pas dangereux, pas comme les mecs qui ont pu être au Mali, où tu Ouais, peux te voilà. permettre du coup d'aller visiter, te balader, sortir un petit peu tranquillement et sans avoir la pression de, de te dire, bon, est-ce que je vais me faire tirer dessus aujourd'hui? Est-ce qu'on va croiser des gars? Bon, c'est plus l'Afghanistan que le Mali, parce que Oui, voilà, c'est, c'est des niveaux de danger qui sont un petit peu différents. Mais trop bien pour ça. Donc toi, c'est un bon souvenir. Niveau mission, donc ouais. t'as jamais fait de mission réellement artillerie. C'était que de Non, l'entraînement. T'as pu ouais, du coup partir à Orléans. Ça t'a marqué côté mission ouais. d'artillerie. Et est-ce que tu regrettes de pas avoir accompli une mission qui était dans ta spécialité? Bah, on va dire que moi, j'ai pas eu de chance. Parce que du coup, quand je suis parti à ma FTS, il partait au Liban. Quand j'allais être muté du coup au 11e Rama, il partait en Guyane. Quand je suis arrivé au 11e Rama, il revenait de Guyane. Donc, du coup, bah, c'est à ce moment-là que on a pu partir au Sénégal. Mais du coup, bah moi j'avais préféré le côté Sénégal parce que je préfère le côté fantassin. Mais j'avais la possibilité justement de partir au Liban. Mais je préférais justement le Sénégal. Le côté fantassin me tentait plus justement. Et, euh, et après, quand je partais justement pour ma reconversion, il retournait en Guyane. Ok, trop bien. Donc Guyane, c'est la mission de surveillance autour de Kourou, de la base spatiale, pour Ouais, surveiller la zone aérienne, c'est bien ça? Ouais. ouais, c'est ça. Et Liban, c'est la mission de surveillance, pareil, de l'espace aérien autour Mm. de l'enclave qu'il y a sur la base internationale au Liban. C'est ça Ouais, c'est aussi. ça. Ok. Et sur ces deux missions, du coup, c'était beaucoup de surveillance en statique, de regarder le ciel, enfin regarder ce qui se passe rien, regarder des radars. Comment ça se passe? Alors, dans tous les cas, il y a un radar. En fait, il y a des personnes qui vont être dans la mission de toute façon sol-air. Il y a toujours, on va dire, un camion avec, on va dire, un container. Enfin, c'est pas un container, mais c'est plus un bungalow, quoi. Où justement, on va avoir tout le côté radar, etc. Donc du coup, de là, eux vont nous envoyer des informations parce que du coup, bien avant ça, on a envoyé notre position avec les degrés par rapport à tel et tel détail qu'on va avoir. Donc eux connaissent nos ouvertures de tir. Donc en fait, quand est-ce qu'on va pouvoir tirer? Par exemple, si on a une forêt qui va être de ce côté-là, c'est sûr qu'on va pas pouvoir tirer. Ou alors sinon, bah on va avoir moins de visibilité. Donc du coup, ils savent exactement en fait, les zones en fait où on peut pas tirer, les zones hors tir. Et du coup, par rapport à ça, dès qu'eux ont un avion qui va rentrer dans notre espace aérien, du moins dans notre périmètre,
eux du coup vont nous envoyer un message. OK. Et donc c'est une mission où tu fais quoi concrètement quand tu es, militaire du rang, en attendant d'avoir un message? Tu attends, tu parles, qu'est-ce qui se passe? Alors le militaire Durand, lui, il est assis sur un siège, les mains du coup sur les poignets, et en fait lui, il regarde le ciel. Et là, et en fait, OK. dès lors qu'il y aura un avion qui va passer, c'est lui qui va vraiment faire, on va dire, le gros de l'action. Le chef de pièce, lui, en fait, va avoir directement, c'est comme une grosse Game Boy, en gros. Il va avoir toutes les coordonnées où justement, il va savoir, ok, à tant de degrés, va y avoir un avion. Sachant que en bas, au pied, en fait, du système Mistral, lui, il va avoir justement tous les degrés. Donc, il va savoir, en fait, directement à combien de degrés il va être l'avion. Et en fait, de là, le pointeur-tireur, en fait, va faire des va-et-vient, donc va regarder de haut en bas, en fait, en fait, analyser, en fait, ce qu'il peut voir. Et en fait, de là, forcément, au bout d'un moment, il va voir l'avion. C'est obligé, même s'il y a un tout petit point, nous, on va dire on est entraîné pour ça. Donc, du coup, lui, à ce moment-là, il va dire que, ok, vu. Ok, donc lui, par exemple, il va dire de déclencher, donc on va déclencher. Donc là, en gros, c'est préparer en fait le missile au départ, parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que l'IRDOM du coup chauffe énormément et en fait, du coup, on a ce qu'on appelle un EPR. Donc en fait, c'est un gros accu en fait qui va justement refroidir le missile. Et en fait, tant que c'est bon, dès que c'est bon, bah du coup, lui va faire sa recherche. Dès qu'il a fait sa recherche, dès qu'il a pris sa source de chaleur, bah du coup, en fait, ça va être ce qu'on appelle acquis. Donc du coup, on va le savoir. Il va faire on va dire, il y a un calcul qui est fait. Donc, par exemple, si le viseur est là et que l'avion il part par là, bah du coup, ça va donner un autre viseur plus bas où il va falloir emmener sur la cible. Et en fait, pareil, il y en a d'autres. Il y a différents cercles et en fait, juste on rallie en fait dessus. Et dès que c'est venu, du coup, on a dit que c'était acquis rallié. Et en fait, à ce moment-là, le chef de pièce dit feu. Et puis, bah, juste nous, on tire. Ouais, donc c'est une mission où, les 3/4 du enfin, les 99 du temps, il se passe rien. Mais dès qu'il y Ouais. a un avion, faut être ultra réactif parce que le temps Ouais. de viser est super court et il faut Ouais. pas du tout se rater, quoi. Ah OK. ouais, ouais, non, Et le temps est super court. OK. Et ça, tu as pu le faire en entraînement, c'est ça? Ouais, ça, en fait, on a beaucoup de simulateurs, justement, que ça soit, en fait, dès lors que il y a, que ça, au 35, au 11e Rama, ou même au 54, bon, au 54, il y en a, on va dire, ils en ont un peu plus, parce que forcément, il y a que ça. Mais ouais, en fait, dès qu'il y a une batterie, en fait, sol-air, directement, il y a ce qu'on appelle un simulateur, justement, pour s'entraîner. OK, trop bien. Et donc sur, cette mission-là, ça c'est, vraiment purement solaire et toi, à chaque fois, Mm, comme tu as été déployé en tant que fantassin, donc bon, tu as été utilisé en fait, sur le concept Proter, mm, de c'est l'ancienne ça. version et aujourd'hui c'est 3T et ce concept de combat-là, ça dit que en fait, n'importe quel militaire peut accomplir des missions de base qui sont en fait des Mm, missions d'infanterie. Ah, des missions d'infanterie ouais, c'est simplifiées, ça. mais c'est des missions Oui, d'infanterie et donc tu es parti, tu as été déployé fantassin, sur des missions de surveillance. Donc ça, c'est des missions un peu comme Sentinelle où tu vas garder une base, tu vas du coup mm. regarder autour de toi, patrouiller autour d'un bâtiment. Qu'est-ce que tu as pu penser de ces missions? Moi, je les ai trouvées intéressantes, hein. C'est vrai que en fait, il faut avoir le souci du détail, il faut être un peu la force tranquille, quoi. Faut rechercher, on va dire, le petit détail qui va aller bien pour justement bah, déceler la moindre chose. Et c'est vrai qu'après, souvent, hein, dès lors qu'on est militaire, on analyse toujours tout, hein. Moi, c'est vrai que j'ai, même au bout de mes 7 ans, même maintenant, en fait, dès que j'arrive dans une pièce, on va toujours arriver, on va analyser déjà la pièce qui l'entoure et après ce qui est dedans. Mais c'est vrai que non, le but vraiment, c'est ouais, être aux aguets et en fait, bah, juste analyser en fait tout le temps. Donc, toi, ces missions-là, pour toi, elles étaient plaisantes parce que tu pouvais, analyser, regarder tout ce qui se passait. Tu as fait le Sénégal comme ça t'a plu et derrière tu as fait Djibouti. Donc Djibouti, ce qui est marrant, c'est que du coup, tu as fait le terrain de mise en application des lieutenants qui sortent de divisions d'application, sauf qu'ils sont jamais venus. Donc je pense C'est que ça. c'était 2 promos avant moi.
Parce que moi, en école d'application, il n'y a pas eu de souci de Covid, mais deux promos avant, oui, on a eu le Covid, ou c'était 2 ou 3 promos avant. Et du coup, à cause du Covid, ils n'ont pas pu se rendre à Djibouti, et vous vous êtes retrouvés là-bas tout seul à Djibouti. Djibouti, c'est un pays dans lequel il y a une base en fait de transit pour la France qui permet aux militaires de passer, s'arrêter et de desservir toute la zone Asie et la zone Afrique aussi, d'envoyer du matériel plus facilement, des militaires plus facilement. Donc c'est une base où il y a pas mal de passages. Après, t'es resté là-bas 15 jours un petit peu coincé et ensuite tu as pu faire différentes activités et un peu d'entraînement. Comment ça s'est Ouais. passé à Djibouti? Bah, Djibouti, ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai qu'on redoutait un peu le côté où bah, on ne savait pas quand est-ce qu'ils allaient pouvoir arriver. Et puis le Covid aussi, parce que du coup, nous, on a été mis en quarantaine du coup. Mais c'est vrai que non, le côté, ouais, bah, prendre l'info un peu, bah, déjà entre les actualités et en plus de ça, bah, la mission. C'est vrai que bah, c'était un peu frustrant parce qu'au final, bah, en fait, on avançait un peu 24 heures par 24 heures, savoir, ok, bah, du coup, il y a telle info, mais au final, on ne sait pas si si ça va continuer à être comme ça ou pas. Bah, du coup, Djibouti, quand nous, on est arrivé là-bas, donc forcément, on a déchargé tous les camions, tout en fait, ce qu'on avait embarqué sur le Mistral. Donc, du coup, on a tout débarqué et c'est vrai que bah, dès le départ, ils ont dit que ouais, ça allait être un peu du, ouais, on va avoir les ordres un peu à l'instant T, quoi. On vivait un peu au jour le jour, savoir qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire, etc. Et quand est-ce que surtout, bah, les officiers allaient arriver, parce que là, nous, tout le côté militaire d'urgence, les officiers étaient là, mais du coup, ceux pour qui, en soi, on était là, donc ceux qui allaient se faire évaluer, on savait pas du tout quand est-ce qu'eux arrivaient. Donc, t'es parti à Djibouti, comment ça s'est passé pour toi? Là, moi, du coup, quand j'y suis parti, donc on est parti de Toulon, on a pris le bateau, etc. Pendant qu'on était sur le bateau, on a su que il y avait le Covid, du coup, qui était arrivé en France. Donc, nous, à côté de ça, quand on est arrivé à Djibouti, on a été directement déployé sur un camp de fortune pour justement, en fait, être mis en quarantaine. Ok, ok, je vois. Donc, ouais, un peu d'attente. Et est-ce que tu as pu faire le parcours, là, c'est la voie du feu? Non, non, c'est pas ça, c'est... J'ai plus dans en tête. La piste d'audace qui se trouve à Djibouti, Ah oui, qui est alors. sur une falaise. On l'a vu, alors on est passé, on a justement vu le centre d'entraînement, mais c'est vrai que on a juste échangé avec les légionnaires et après juste on a vaqué à nos occupations, mais c'est vrai que non, on y est passé, on a vu. T'étais militaire du rang et t'as changé de régiment, ce qui est assez rare. En fait, quand on s'engage comme militaire du rang, souvent, bah, on reste dans le même régiment toute sa carrière. Et toi, t'as pu faire un changement. Donc, c'était pour raison médicale. Maintenant, est-ce que ça a été compliqué de changer de régiment? Alors, je parle plutôt sur le plan administratif. Est-ce que ça a été compliqué de le faire, d'avoir les autorisations, les validations? Comment ça s'est passé? Non, c'est juste papier et expliquant que bah, du coup j'allais être muté et que du coup j'ai eu ce papier, donc je choisissais on va dire les régiments que je voulais et choix 3 en fait, un peu comme quand on rentre à l'armée, hein. C'est le même principe. Et du coup par rapport à ça, moi j'ai envoyé une lettre pour expliquer pourquoi le premier régiment, pourquoi le deuxième et pourquoi le troisième. Et juste ça. Ok, trop bien pour ça. Et au niveau des choix, t'avais mis le 11e rama en premier. Ouais, c'est ça. Je savais pas si je comptais encore rester ou pas à l'armée à ce moment-là, du fait que je quittais le 35. Du coup, je me disais que j'allais peut-être pas forcément rester à l'armée. Au final, bah, j'ai recontinué encore 3 ans et demi aussi. Mais au final, du coup, je préférais avoir un régiment où j'avais déjà mes bases plutôt que repartir encore en formation, etc. En fait, ça aurait retardé aussi la montée en, en grade. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que bah, je voulais le plus rapidement possible. Trop bien, trop bien pour ça. Et aujourd'hui, donc là, ça fait quelque temps déjà que tu as quitté l'armée. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe? Là, actuellement, du coup, ça fait 3 ans que j'ai quitté l'armée. Maintenant, j'ai fait
j'ai fait ma reconversion dans la soudure où justement j'ai pu faire pas mal de déplacements aussi à travers la France et les pays voisins. Euh, à côté de ça, du coup, je me suis encore formé. Le militaire n'arrête jamais de se former. La recherche en soi de quelque chose qui me conviendrait le mieux pour justement avancer. Trop bien. Donc, actuellement, tu es soudeur et en parallèle, tu t'es lancé dans la prospection commerciale, donc le métier de setter-closer. C'est ça. Génial. Et pour toi, est-ce que ça a été compliqué de retourner à la vie civile et qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, très compliqué. Euh, Très compliqué. Pourquoi? Parce que dans le civil, on peut pas se permettre euh, d'avoir le même langage, on va dire un peu brutus, on va dire qu'on a souvent à l'armée. J'ai un truc tout bête, hein. C'est vrai que c'est des choses sur lesquelles à l'armée on peut se permettre de le faire parce qu'on est dans ce cadre-là. Et dans le civil, on va dire, on peut pas vraiment se permettre. Et c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on a l'habitude d'avoir un peu un franc-parler. Tu te sens bridé dans le civil? Ouais, c'est ça, c'est pour ça justement que je suis allé vers, je me suis dit, ouais, aller dans le commercial digital, bah, du coup, justement pour monter, enfin, pour être à mon compte, tout simplement. Euh, et c'est vrai que beaucoup de militaires que je connais, en fait, essaient d'aller vers cette liberté, en fait, de pas avoir de contraintes patronales, justement. Trop bien. Bah, c'est mon cas, hein. Ouais, C'est un peu aussi ce que je voulais, ne pas avoir, enfin être mon seul lieutenant, ne ouais, pas c'est avoir de ça. capitaine au-dessus et pouvoir gérer un peu les choses comme je le souhaite. Mais trop bien pour tout ça, Thomas. Eh ben écoute, Thomas, on a pu faire le tour de ton parcours, un super parcours avec un changement de régiment, différentes missions, un parcours vraiment intéressant, assez rare. On n'entend pas souvent des artilleurs s'exprimer sur leur parcours. En plus, solaire, je pense que c'est une spécialité assez méconnue et j'espère que Mm. ton parcours pourra en inspirer et aider des personnes à mieux comprendre ce parcours-là. Peut-être qu'il y aura des questions plus techniques dans les commentaires de la vidéo. On verra ça. En tout cas, je te remercie d'avoir pris ce temps-là pour te présenter, nous parler de ton parcours, ton expérience. Est-ce que tu aurais un petit mot pour terminer ce podcast? Ouais, bah, pour tous ceux qui veulent rentrer à l'armée, sachez que rien n'est impossible. C'est juste en soi, bah, plutôt vous pourrez vous préparer justement à cette condition physique et mentale. Plutôt, en fait, vous pourrez bah, en fait, chercher du résultat rapidement. En fait, le résultat, ça va être vraiment bah, chercher le haut du panier. Forcément, ça va être pouvoir passer des concours beaucoup plus rapidement, des formations qui vont vous être proposées parce que en fait, vous faites partie du haut de ce panier. Trop cool. Ouais, carrément. Et sur ça, c'est pour ça qu'on fait ce podcast, c'est pour ça qu'on fait venir différentes personnes pour raconter leur parcours. Et c'est aussi pour ça que vous avez le programme en description pour vous entraîner le mieux possible. Merci Thomas pour ce mot de la fin. Avec Préparez-vous à plaisir. fond et derrière, donnez-vous à atteindre vos objectifs. Abonnez-vous et force!